Alors, bonjour les jeunes. Est-ce que vous savez qui je suis? Pour sûr, monsieur, je vous ai reconnu. Vous êtes un poli de 14-18. Tu as raison, mon petit gars. Je suis un soldat de la Grande Guerre, c'est qu'on croyait être à la DRDR. Je serais curieux de savoir ce que les jeunes apprennent sur cette guerre aujourd'hui, 100 ans après, un siècle. Nous avons parlé de la bataille de la Somme, monsieur. Ah, quelle bataille terrible. Je m'en souviens encore. Mon régiment, le 81e, y a participé. Qu'en avez-vous retenu, les enfants? Monsieur Palu, Oui, jeune fille. nous avons appris qu'elle fait plus d'1 million de victimes. Elle opposait en Picardie l'armée française et anglaise aux Allemands. Elle a duré du 1er juillet au 18 novembre 1916. Des milliers d'obus ont été tirés. Bah, dis donc, vous avez bien appris votre leçon, mes petits. Ah ça c'est sûr qu'ils ont bien travaillé. Regardez, ils vous ont même dessiné. Mais c'est mon portrait tout craché. Monsieur, je sais qu'il y avait beaucoup de soldats anglais avec vous durant la bataille de la Somme. En avez-vous rencontré? Oh oui, je te le dis, ma petite. Ils ont bien combattu avec nous. Ils étaient bien vaillants, ces Tommy. Et même si on ne comprenait pas toujours ce qu'ils disaient, on a partagé les mêmes souffrances. Ils chantaient une chanson. Et oui, on a fait les guerres en chantant. En français et en histoire, vous avez étudié des documents sur la vie dans les tranchées. Effectivement, nous avons étudié des lettres et des textes qui parlaient des tranchées, de la violence et des assauts. Comment avez-vous fait pour supporter cela? Très bonne question. Je ne sais pas pourquoi, comment et pour qui nous avons réussi à tenir. Écoutez ce qu'en disaient les copains. Mes chers parents, je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent. On est habitué à coucher par terre ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne suis pas déshabillée et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais te donner quelques détails comment nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois. Elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait, de place en place, des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut tenir couché. C'est pour se garantir des éclats d'obus. Ma chère Alice, je profite de ces quelques lueurs de bonheur qui percent l'épais feuillage en ce jour de beau temps pour t'écrire ces quelques mots. Je ne peux te dire où nous sommes, moi-même je n'en serais pas capable, mais je peux juste te dire que notre tranchée est à la lisière d'une immense forêt, où d'après moi s'y réfugier en cas d'assaut des Boches. Sans te mentir, car cela n'en vaudrait pas la peine, je commence à ne plus sentir mon pied droit, qui est noir comme du charbon. Je n'ai pas quitté mes godasses depuis 3 semaines et je n'oserais pas imaginer l'état de mes pieds quand je les ôterai. Je suis fatigué, épuisé par les nuits affreuses que nous passons, allongés sur le sol, tapissés d'une couche visqueuse et humide, dont l'odeur nous brûle les narines à chaque inspiration. Certains ont la chance de pouvoir dormir dans les guitounes, abrités de la pluie, mais pas du froid, qui nous pique et nous glace jusqu'au sang. Nous survivons à la manière des manchots en Antarctique, emmitouflés dans des couvertures, des toiles à sac et des laines. Mais la nuit passe très lentement dans les tranchées. La viande rouge n'est pas au menu. Nous mangeons tous les jours de la soupe, perdant de plus en plus sa faible saveur au fil des jours. Je dois avoir perdu au moins 10 kilos et j'ose parier que tu ne me reconnaîtrais pas à présent. Nous n'avons pas le luxe de nous raser, ni même de nous laver. Ma barbe mal taillée et envahie de poils mal rasés, et c'est de même pour tous les camarades de la tranchée. En ce moment, nous attendons, et durant ces périodes d'attente, nous façonnons dans les obus que nous envoient les Allemands. Nous avons pu constater notre habileté, un peu de beauté dans l'horreur de la guerre. Moi-même, j'ai taillé une magnifique bague dans un éclat d'obus, et je la garde sur moi tous les jours. Elle me donne ma seule raison de me battre pour rentrer au foyer te l'offrir. J'espère que tu n'as pas trop de travail entre l'usine et les champs. D'ailleurs, j'ai appris d'un camarade que vous n'aviez plus beaucoup de nourriture. Il y a des pénuries partout.
J'essaierai de rentrer le plus vite possible, mais sache que je ne serai sûrement pas le même Benjamin à mon retour. Tant de vies sacrifiées. Je t'aime fort, Benjamin, ton mari. Mes chers parents, ma chère femme, une nouvelle fois nous sommes partis à l'assaut. Je m'en suis sorti, mais la plupart de mes camarades ne peuvent pas en dire autant. Il y a beaucoup de blessés. Certains y ont laissé un bras, une jambe. D'autres, c'est une rafale de mitrailleuse ou un éclat d'obus qui les a fauchés. C'était horrible. Au coup du sifflet du capitaine, il a fallu s'élancer hors de la tranchée et courir sans s'arrêter, tout droit. On trébuchait, mais il fallait se relever et continuer. J'ai vu des camarades tomber et ne pas se relever. D'autres tétanisés par la peur de ne plus bouger. Toujours avancer au moment de partout, au milieu des éclats de terre et d'obus. Toujours avancer au milieu du bruit assourdissant des bombardements. Certains sont restés accrochés sur les barbelés et ils hurlaient. Nous avons enfin atteint la tranchée ennemie et nos bombardements avaient fait un vrai carnage. La tranchée était pleine de corps sans vie et bousillés. Nous dûmes nous battre au corps à corps contre une poignée de survivants. Ces hommes étaient comme nous, ils vivaient eux-mêmes comme des rats. Je ne peux plus de cette sale guerre. On se bat pour les gros, les riches, bien au chaud à l'arrière, des planqués. Durant cet assaut, j'ai été contraint de tuer à nouveau. Je suis devenu une vraie machine de guerre. Je n'ai qu'un seul but, survivre. Vous me manquez énormément. Je pense à vous nuit et jour. Je vous salue, chers parents, et je t'embrasse, ma chère femme. Votre fils et mari, François. Ma chère Alice, je reviens vers toi en ce jour pluvieux. Je n'ai toujours pas reçu de lettre de toi, mais j'espère du moins que mes mots te parviendront. Je voulais que tu saches, si la mort venait me chercher, ce que j'ai vécu lors du dernier assaut. Dès que j'ai entrouvert les yeux, ce matin, le ciel était aussi noir et obscur que du charbon. Il n'y avait aucune étoile dans le ciel. Des nuages noirs déversaient sur nos uniformes crasseux et trempaient des centaines de litres d'eau. Nous sommes partis dès l'aube, sous la pluie battante, affronter ces foutus boches. Nous marchions la tête baissée, soudés, ne faisant qu'un, sur le chemin de la mort. Nos pas résonnaient au même rythme que les bruits réguliers et constants qui se rapprochaient. Nous étions arrivés en première ligne, et nous allions nous préparer à relever nos camarades. Les lueurs rosées de l'aube émanant de l'horizon lointain avaient chassé les nuages et s'éparpillaient dans le ciel encore sombre. Soudain, un brouillard épais insoutenable surgit en face de nous, tel un démon sorti tout droit de l'enfer. Mes camarades et moi étions tombés sous le charme de cette immensité venimeuse, qui nous attirait et nous repoussait à la fois. Un ami, Vincent, rencontré pendant l'attente dans les tranchées, se dévoie pour aller rencontrer cette bête de poussière qui continuait à ramper vers nous. Dès sa première bouffée d'air, au contact de cette brume atroce, il hurla de douleur. Et avant que l'on puisse comprendre ce qu'il se passait, le brouillard l'engloutit. Les tirs d'obus et de mitrailleuses ne freinaient en aucune façon la progression de cette immense nappe toxique qui engloutissait un à un les soldats sur son passage. Ce fut sans doute la première fois que l'on cherchait à tuer le vent. C'est à ce moment que nous comprîmes que ce gaz était imbattable et inévitable. Nous prîmes alors nos jambes à notre cou et nous rebroussâmes chemin. Certains partirent dans la forêt. On ne les a plus revus. Ont-ils été tués, faits prisonniers? Se sont-ils évadés de cette guerre affreuse? Moi et la plupart de mes camarades, nous sommes revenus vers nos lignes pour affronter la dure réalité de la guerre. Si j'y reste ce coup-ci, ma dernière pensée est pour toi, Benjamin, ton homme. Chère Lucienne, sans nouvelles de vous depuis quelques jours, qui paraissent des siècles seulement. Je languis constamment de vos nouvelles.
c'est que je vous aime de plus en plus, voyez-vous, et vous perdre serait ma mort. Espérons que cette triste guerre ne tardera pas à prendre fin, sans quoi je crois que ce sera la fin du monde. Nous sommes dans les tranchées, sans abri, car, tantôt sur l'un ou l'autre point du secteur, ça barde dur. À tout instant du jour et de la nuit, des attaques se déclenchent, des obus tombent comme la grêle. Dans quel coin sommes-nous donc fourrés? Il y a quoi devenir fou par moments. C'est la guerre. J'espère bien m'en tirer malgré tout comme les autres fois. Je vous écris ces quelques mots, assis dans un trou d'obus. Votre petit mari qui vous embrasse du fond du cœur et qui ne cesse de penser à vous. Léon Merck. Eh bien, après ce qu'ils ont vécu, on comprend pourquoi certains soldats se sont mutilés en 1917. Malgré tout ça, toute cette misère, nous avons vu que la grande majorité des soldats se sont bien battus. Vous vous rendez pas compte, c'était bien pire que ça. Au départ, c'était de la fierté, le sens de l'honneur pour notre pays. On s'imaginait plein de choses, mais tout ça, cette misère, cette merde. On se battait, on tenait le coup parce qu'il y avait des copains, mais au fond, nous savions tous que personne n'avait réellement envie de se battre. On était faits comme des rats. On y allait la peur au ventre. Mais se rebeller, c'était mourir sans gloire, sans honneur. Mais c'était aussi protester contre cette guerre infâme. Il fallait se révolter. Pour beaucoup, nous le faisions dans les tranchées. Mais ce n'était que des paroles. Enfin. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusible. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont emmenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, 1000 fois un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Je vais me confesser à l'instant et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi jusqu'au bout. Monsieur, en plus, vous étiez loin de vos familles et le courrier ne marchait pas toujours bien et était censuré. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mon petit gars. Mais quel bonheur de recevoir des lettres de ceux qu'on aime. Il fallait les écrire pour les rassurer. À ça qu'on en a écrit des lettres, à nos femmes, à nos frères, à nos parents. Et combien se sont égarés, perdus ou été interceptés par ces saligots. Heureusement pour moi, les miennes sont arrivées à bon port. J'ai mis tout mon cœur, mes tripes, ça m'a aidé à vivre. Mon cher frère Thomas, je t'écris cette lettre à toi, car je voudrais me confier. Je sais que tu es dans le 81e et moi dans le 82e, et que tu es dans la Somme où la bataille fait rage. Mais je ne veux pas écrire cette lettre à maman ou à papa qui est à l'hôpital. Je pense que c'est la dernière lettre que je t'écrirai. Je t'en prie, ne pleure pas. Il y a 2 jours, devant Verdun, pendant que je mitraillais les Allemands, 3 filets de gaz tombèrent à quelques mètres de nous. Malheureusement, j'ai inhalé cette fumée verdâtre qui m'a fait mal aux poumons et mal au cœur. J'espère que toi, tu n'as pas respiré cette fumée horrible.
Hier soir, je me suis pris une balle de mitrailleuse en partant à l'assaut, en plein dans l'épaule. Ça fait un mal de chien. J'ai été envoyé à l'infirmerie où je suis tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Augustine. Elle est douce et gracieuse, gentille, belle, et dès que je l'ai vue, je suis tout de suite tombé amoureux d'elle. À l'infirmerie, les médecins ont tenté de sauver un homme qui a perdu sa jambe, mais en vain. D'ailleurs, avant même qu'il ne meure, ils lui ont dit « Allez, mon gars !» Les hommes aussi peuvent avoir peur de mourir et pleurer. Cette scène m'a traumatisée. Elle est gravée dans ma mémoire. Je veux que tu embrasses papa et maman et petite sœur. Je le sais au fond de mon cœur que tu gagneras cette guerre et papa et maman seront fiers de toi. Je t'aime fort, ton grand frère Robert. Ma chère femme, si je t'écris cette lettre, c'est que j'ai peur de mourir. Je t'écris à toi seulement, car il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais osé te dire. Mais s'il te plaît, ne pleure pas. Peut-être qu'au moment où tu liras cette lettre, je serai mort, mais ça ne fait rien. Sèche tes larmes et lis attentivement. Tout d'abord, je veux te dire que tu es une femme magnifique et que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontrée. Nous nous sommes quelquefois disputés, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Sache que je n'ai jamais été à l'aise avec ton père. Il n'était pas méchant, mais j'ai toujours eu un peu peur de lui. Quant à ta mère, elle a toujours tout fait pour nous et je la remercie. Et il y a aussi les soirs où je sortais discrètement boire un coup avec les copains au bistrot en bas de la rue, jusqu'à tard. Si je ne te le disais pas, c'est seulement pour ne pas que tu t'inquiètes et que tu dormes tranquillement sans attendre devant la porte pour être certain que rien ne m'est arrivé et que je rentre entier. J'ai aussi fait quelques bêtises dont je ne suis pas fier et que je n'ai jamais eu le courage de t'avouer. Tu te souviens, lors de la foire de la Saint-Jean, peu avant mon départ à la guerre, je devais te rapporter un ruban bleu pour arranger la robe que tu aimais tant. Je suis rentré et je t'ai dit qu'il n'y en avait plus. J'ai inventé cette excuse car je ne voulais pas que tu sois blessé et triste. Aujourd'hui, je te dois la vérité. J'avais passé un bon temps avec les copains et quand j'ai pensé à ton ruban, c'était trop tard. La foire était finie. Quand je reviendrai, je t'achèterai des mètres de ruban de soie bleue. Il est l'heure pour moi de m'en aller, relever les copains en première ligne. Sache que si tu ne me revois pas, je serai toujours avec toi et veillerai sur toi. Je serai ton ange gardien. Je t'aime et t'aimerai toujours. Je penserai à toi jusqu'à ta mort et bien plus. Je t'aime, ton Franck. Ma chère femme, j'ai reçu ton télégramme. Que je suis content de la naissance de notre petite Lucille. Le télégramme est bien bref. Que j'attends des détails. Qu'il me tarde de la voir. Que je suis impatient de revenir. Mais mon retour est encore bien loin. Plusieurs mois, certainement. Tu me donneras de bonnes nouvelles. Où serais-je alors? Quelque part sur le front. Il y a loin de la Suisse, à la mer du Nord. Chacun n'est qu'un atome. Mais si tout va bien, je vivrai. J'ai confiance. Je garde toujours mon sang-froid. Nous serons bien heureux. Va, plus tard, nous en acheterons bien le droit. Je n'ai pas vu notre enfant. Je veux le voir. Et j'ai l'intime conviction que je le verrai. Il le faut bien, n'est-ce pas? Garde mes lettres, si je ne revenais pas. Elle pourra les lire, plus tard. Elle saura que son papa l'a bien aimée. Fais que notre enfant soit digne de toi et de ses grands-parents. Elle n'aura pas à rougir de son nom. Dis-lui bien que si j'ai pu tirer dans ces affreux moments, c'était par nécessité, mais que je n'ai jamais sacrifié une vie inutilement. Que je réprouve ces meurtres collectifs, que je les considère comme pires que des assassinats, et que je n'ai haï que ceux qui les ont voulus.
En attendant mon retour, aime-la beaucoup, doublement pour toi et moi, ton mari. Eh bien voilà, ils me sont bien menés. Mais monsieur, vous avez bien un nom? Et oui, petite, j'ai un nom. Je m'appelle Louis-Joseph Châtaignier. Et avant la guerre, j'étais un paysan dans un petit village des Cévennes. Vous ne me connaissez pas, je suis Louise, la femme de Louis-Joseph. Et nous aussi, les femmes, nous avons aussi participé à cette guerre. Bonjour Camille, as-tu eu des nouvelles? Oui, j'ai reçu une lettre de ma sœur, celle qui est partie à Paris avec son mari qui conduit des trams. Elle travaille dans une usine qui fabrique des obus. Regardez ce qu'elle m'a écrit. Je travaille dans une usine qui fabrique des obus. Ils en sortent des milliers chaque jour. C'est harassant et dangereux. Je suis découragée. Certaines sont blessées. Ma voisine a perdu la main en manipulant la poudre. Imaginez si les femmes Bosch en font autant. Nos pauvres soldats. C'est un métier bien dur et bien dangereux pour des femmes. Que de misère avec cette guerre. Et nous qui devons aussi tenir le coup entre le linge, les enfants, la soupe, les châtaignes à ramasser, les clôtures à réparer, le bois à couper et à rentrer, et les labours à venir sans les bœufs et les chevaux qui ont été réquisitionnés. Il est temps que les hommes rentrent. Mais nous avons à manger. Les châtaignes, ça nourrit et les vaches donnent du lait. Ma sœur me raconte qu'en ville, il manque de tout. Les gens font la queue devant les magasins. Elle ne sait pas si elle aura assez de charbon pour cet hiver. Dans son usine, on parle de s'arrêter de travailler. C'est la grève, paraît-il. Hier soir, Pierrot est rentré triste de l'école. L'institutrice leur a expliqué que Jean était absent car son père a été tué. Pauvre Marinette, elle est veuve avec ses 3 petits. Mais qui va s'occuper de la propriété? Pierrot avait comme devoir un problème sur les empreintes de guerre et une rédaction où il devait écrire à son père. C'est un bon petit qui me donne un sacré coup de main. Il veut donner son sou pour les soldats. Mais assez discuté, il est temps de rentrer chauffer la soupe. On ira à la Clède après. Marguerite nous rejoindra. Avec Julie, nous irons à la Clède après. Tu nous accompagneras? Oh oui, bien sûr. Et je dirai à Augustine et Justine de nous rejoindre. Bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Marguerite. Bonjour. Ce matin, j'ai fini de tricoter une écharpe pour mon frère. Je compte lui envoyer dans un petit collier. J'espère que cela lui fera bien plaisir. Jules, mon mari aussi. Il m'écrit encore merci du colis. Quand nous sommes dans les tranchées, ils sont les bienvenus. Il y a plus d'1 mois que je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas où il est, s'il n'est pas blessé ou pire. Hier, au marché à Villefort, il y avait un soldat qui n'avait plus de bras. Allons Marguerite, courage, moi aussi, j'attends des nouvelles. Ernest, mon fiancé. Sa carte date d'il y a bientôt 3 mois. Je la garde, je veux prendre espoir que cela lui portera chance. L'institutrice m'a montré le journal. On parle des misères que font les Boches aux habitants de l'île. Les Boches pillent et tuent. Les habitants sont arrêtés et les femmes et les filles sont violentées. Reims est une ville détruite par les bombardements. Il y a tellement de victimes. Tout cela est bien triste. Oui, l'autre jour, dans le journal, on parlait des femmes qui conduisent des tramways. Moi,
J'aimerais bien aller là-bas. Il faut bien remplacer des hommes. Bon, je vais manger un bout. À tout à l'heure. Justine, je suis seule. Les parents sont partis chez ma belle-sœur donner un coup de main pour rentrer le bois. Va chercher ton père. Nous mangerons ensemble. Attendez, je vous invite à manger la soupe. Allons-y. La première depuis de longues semaines. Louise, votre belle-fille, a aussi reçu une lettre. Elle viendra vous la lire après avoir rentré les chèvres. Je suis bien content, et la mère aussi, d'avoir des nouvelles du fils et du gendre. Bonjour beau-père. Bonjour ma fille. Alors ces nouvelles? Votre fils va bien. Il est au repos près de Péronne. Il veut savoir si la récolte de châtaignes et de pommes s'est bien passée. Il dit être allé voir Justin de la Viale qui a été blessé. Il écrit « Espérons que cette triste guerre ne tardera pas à prendre fin, sans quoi je crois que ce sera la fin du monde. Lors de la dernière montée à Nigne, ça a bardé dur. À tout instant, du jour et de la nuit, des attaques se sont déclenchées. Des obus sont tombés comme de la grêle. J'espère bien m'en tirer malgré tout, comme les autres fois. Il vous salue ainsi que la mère. » Et Marie, que dit Émile? Votre gendre dit qu'il écrit terré dans un trou d'obus au repos en attendant un nouvel assaut. Il demande des nouvelles des petits et dit espérer que Jeanne et Julie sont bonnes élèves. Il ajoute être sans nouvelles de nous depuis quelques semaines. Pourtant, nous lui avons écrit et envoyé un colis avec des chaussettes chaudes. Espérant qu'il l'a reçu car je vous le lis, père. J'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés, ni changé mes chaussettes. Je suis bien malheureuse de savoir ça. C'est bien, mes filles. Je vais aller donner des nouvelles à la mère et manger la soupe. Vous savez, mes filles, j'ai quelques économies. Et je compte, en allant demain au marché, aller souscrire à des bons pour les emprunts de guerre. J'ai lu dans le journal que c'était notre manière à nous de soutenir l'effort de nos soldats. Regarde, Louise, ce qu'il m'écrit. Votre petit mari qui vous embrasse du fond du cœur et qui ne cesse de penser à vous. Écoute ce qu'écrit Louis-Joseph. Recevez, chère Louise bien-aimée, un gros baiser de votre mari qui vous l'envie. La récolte est belle cette année. Espérons que pour celle de l'an prochain, les hommes seront revenus. Il y a 100 ans, le 11 novembre, ce cauchemar s'est terminé. La guerre s'est finie. J'ai retrouvé ma petite femme, mon fils et ma fille. Que le temps a passé et moi tant changé avec cette guerre. Et toutes ces nuits de cauchemar entre le monde des morts et des vivants. Je n'oublierai jamais les copains qui sont restés là-bas. Quelle boucherie. Et ces tirs d'obus qui résonnent dans ma tête. Qui peut comprendre? À part les survivants du 81e, mon régiment. Heureusement, la vie a repris. Il faut ramasser les châtaignes et revivre. Allons, Louis-Joseph, rentrons à la maison. Au revoir les enfants. Malheureusement, ça ne sera pas la terre des terres, les enfants. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car
ça.